et ancien président de l'université du même nom. Monsieur Batch, je vous invite à me rejoindre sur scène. Vous allez pouvoir inviter vos intervenants. Vous pouvez l'applaudir. Merci. C'est pas moi qui ai choisi le titre de la session. Pour des précautions. Alors, ça va être une table ronde de témoignages, d'expériences, donc de comptes rendus, de pratiques, desquels on pourra faire son miel. C'est un avantage en plus, les associations d'alumni. Je sais bien qu'il y a des diplômés de plusieurs écoles en même temps et des zones de recoupement, mais enfin, fondamentalement, plus l'une se développe et plus les autres y gagnent. Les fondations, c'est un peu pareil. Et donc, on va essayer de piquer beaucoup d'idées dans ce que nos amis vont nous dire. Alors, d'abord, Dominique Bonnet-Fernandez, qui est enseignante-chercheuse à l'IPAG Business School. Bienvenue. Bonjour. Non, mais... Alors, Christian Mouillon, qui est Global Senior Advisor chez Duffet Phelps, et surtout, il vient là parce qu'il s'occupe du chapter international de l'ESCP Europe. Hervé Biosser, qui n'est plus à présenter, directeur général de Centrale Supélec du Moulon. Et Laurent Piochot, qui est du réseau des Cnamiennes et des Cnamiens, et qui donc est un peu la puissance invitante. Il m'autorisait donc à le citer en dernier. Bonjour. Alors, on a peu de temps, vous êtes nombreux et disert, et donc je vais vous demander d'intervenir dans un laps de temps qui ne dépasse pas 5 minutes par intervention, mais bon, le jeu est ouvert. Ma première question, c'est une question très générale, et vous êtes là un peu pour témoigner de ce que fait le réseau des alumni dans votre école. Et donc, je pense qu'on aimerait savoir où est-ce qu'on croise vos alumni. Est-ce qu'on les croise dans la gouvernance? Est-ce qu'ils sont intervenants? Est-ce qu'ils sont tuteurs? Ils sont organisés comment? En association, en fondation, les deux? Et alors, plus il y a d'organisations, plus il faut les coordonner. Comment ça se passe? Quelle est la relation de l'école avec les structures organisationnelles de ces réseaux? Est-ce qu'on y met des moyens? Enfin bref, voilà. Vos alumni et vous, où en êtes-vous, cher Dominique Bonnet-Fernandez? On va commencer par vous. Merci. Très bien. Donc, pour l'IPAG Business School, donc l'IPAG Business School est une école de commerce post-bac qui a été créée en 1965 par Jacques Rueff et qui a intégré la conférence des grandes écoles il y a seulement 2 ans. Donc, c'est une école qui a obtenu un grade master il y a juste 5 ans et donc qui avance très très vite. Et le réseau des alumni, qui comporte à peu près 10 000 anciens sur toute la planète, est regroupé sous la forme d'une association qui va évoluer vers un pôle totalement intégré à l'IPAG. En effet, nous avons des alumni dans un comité de pilotage des programmes et de l'innovation de l'école. Et donc, nous prenons leur avis sur l'évolution des programmes et des contenus régulièrement. D'autre part, certains animent des conférences ou des enseignements, des cercles métiers, des cercles de spécialité. Moi-même étant responsable du département commerce international, logistique, achat, système d'information. Donc j'ai un groupe d'anciens qui vient régulièrement et je peux dire que c'est assez transgénérationnel. C'est pas forcément juste les anciens les plus récents, mais il y a des anciens assez anciens. Et donc c'est très agréable et c'est très demandé aussi par nos étudiants. Et puis il y a bien sûr une dimension un petit peu plus ludique avec des after-work sur des thèmes et on s'oriente même vers l'organisation de mini-formations, des formations de 2 heures sur la digitalisation dans le domaine des achats, par exemple. Voilà, ça c'est un sujet qu'on vient de traiter récemment. Donc voilà, oui, nos alumni sont bien intégrés. Et vous organisez la pression sociale, si j'ose dire, pour que tout le monde adhère au réseau? Très soft. Très soft, oui, mais effectivement, donc on les invite, il y a des petits déjeuners qui sont organisés aussi, et ensuite, effectivement,
compte tenu de la dimension géographique aussi du réseau, on va avoir des personnes qui gravitent au plus près géographiquement quand même de l'école. Voilà. Merci. Merci. Christian Mouillon, donc Chapter International, c'est une dimension importante, semble-t-il, du développement du réseau de l'ESCP Europe. Oui, alors vous m'avez donné ce titre très important. C'est vrai que je fais pas mal de connexions avec les alumni à l'international compte tenu de la caractéristique de l'école. En fait, en réalité, je suis le président de la fondation ESCP Europe. Je ne suis pas le président de l'association des alumni, puisque en fait c'est séparé. Je suis administrateur de SCP Europe et je préside le comité stratégique de SCP Europe. Mais ça tombe bien parce que finalement, les enjeux que l'on a avec l'autonomisation, la transformation de l'école, l'accélération du développement et un certain nombre de projets stratégiques fait que nos alumni reviennent, et on travaille beaucoup là-dessus, au cœur en fait du dispositif pour soutenir tous les efforts que l'école fait à l'heure actuelle. Alors comment on est organisé? Comme on dit, on a en fait un triptyque dans l'école pour ESCP Europe, et je l'appellerai plutôt comme ça. C'est l'école d'abord, avec son management. Je remercie le dean de ESCP Europe d'être présent ce soir, mais avec l'association des alumni et avec la fondation ESCP Europe, dont le rôle principal est effectivement de faire du fundraising auprès des alumni, mais aussi des corporates, pour aider et permettre le développement de l'école. Alors, où est-ce qu'on trouve ces alumni? Quelques caractéristiques. D'abord, dans la gouvernance de la fondation, bien évidemment dans la gouvernance de l'association, mais maintenant à la gouvernance de SCP Europe, puisqu'il y a un conseil d'administration avec le président du conseil d'administration, où il y a le président des alumni, le président de la fondation, en l'occurrence moi-même, un autre alumni, et notre vocation, et nous travaillons là-dessus, et d'accélérer le nombre d'alumni au conseil d'administration. Alors, peut-être deux choses rapides à dire. Ce que moi j'ai observé en tant que président de la fondation, c'est qu'on a des associations d'alumni qui sont en difficulté, mais pas que à SCP Europe, partout. J'ai eu l'occasion de faire un colloque récemment, et je me suis rendu compte que ce que beaucoup vivent, c'est ce que j'ai observé moi-même. Alors, le premier, c'est qu'il y a la compétition des réseaux sociaux, ce qui fait que je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui a été dit dans la plateforme précédente, mais ce qui fait qu'en réalité, la value proposition des alumni, des associations d'alumni, n'est plus aussi claire que ce qu'elle a été vis-à-vis des alumni. Nous, ce qu'on a constaté, et je l'ai aussi constaté quand j'ai discuté avec le président de la fondation HEC, etc., c'est que la déconnexion se fait, et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est une reconnexion. Et cette reconnexion, comment on le fait? On le fait au travers, en fait, de projets extrêmement concrets où on ramène les alumni de participer à nos travaux, de participer à un certain nombre d'enjeux. Moi-même, j'ai dû avoir des négociations avec la Chambre pour la création du capital de SCP Europe, les transferts d'actifs. On a en plus une caractéristique, c'est qu'on est multicampus intramuros, donc dans des très très grandes capitales européennes. Eh bien, les alumni, un certain nombre de grands alumni, ont travaillé avec moi sur un certain nombre de projets pour être une force de proposition. Et je me suis rendu compte que c'est là qu'on recrée le lien, parce qu'en réalité, les associations d'alumni, elles pensent qu'elles doivent animer le réseau des alumni entre eux, et en réalité, ça n'intéresse plus beaucoup les alumni. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver la connexion avec l'école et retrouver effectivement une vision stratégique et finalement être fiers de l'école et de la voir se développer. Bien. Les centraliennes, les centraliens, une vieille histoire. Oui, 1829. Alors, premier élément de réponse à ta question, l'organisation sur centrale Supélec, elle est un peu complexe, puisque déjà, on est en train de regrouper les communautés de centrale et de Supélec, et ça prend du temps. Hein. Donc les fondations ont fusionné, les associations vont fusionner. Anecdotiquement, quand vous allez fusionner, si ça vous arrive 2 associations RUP, vous allez voir, c'est quand même assez compliqué là, en France. On est en train d'y arriver. Et puis il y a un deuxième niveau, c'est le CAC, la Confédération des associations centraliennes, puisque les 5 écoles centrales, dont le nœud parisien s'appelle maintenant Centrale Supélec, coopèrent, ce qui veut dire qu'on est à peu près à la tête d'un réseau de diplômés à peu près de 100 000 personnes. Bon, à peu près. Voilà. Donc ça, c'est la maille. Alors où on les trouve? Nous, on est donc dans une logique école, association, fondation.
Et Marc Ventre l'a dit tout à l'heure, une chose extrêmement importante, c'est que chacun doit avoir son rôle, quoi. Il faut que les rôles soient clairs. En gros, il y a 3 rôles. Il y a le rayonnement, le réseau, l'aide aux carrières et le financement. Et le soutien, même pas le financement, le soutien à l'école. Et en gros, le réseau, l'aide aux carrières, c'est le domaine normal avec la défense de la marque de l'association. C'est là où ça doit se passer. La fondation, c'est clairement l'aide à l'école, l'aide financière à l'école, parce qu'il y a une autre aide à l'association, qui est le temps des gens et ce qu'ils vont proposer. Et puis l'école, c'est évidemment de construire des diplômés. Donc à partir du moment où ces rôles sont bien répartis, ça va. Bon, nous, on est dans une logique de ce que disait Marc tout à l'heure, de gouvernance croisée, hein, c'est-à-dire qu'en gros, le président de l'association des centraliens Supélec maintenant, et la fondation désigne des administrateurs à l'école. Moi, je suis administrateur de l'association, je suis administrateur de la fondation, etc. etc. Donc c'est ce jeu-là qui va permettre de structurer à peu près le réseau. Alors maintenant, pour reprendre, ça c'est le réseau. Maintenant, il y a les gens qui clairement sont en contact et participent à ce réseau. Et on sait bien qu'effectivement, il y a actuellement une difficulté sur les associations d'anciens élèves qui ont plutôt tendance à perdre des membres. Alors, il y a effectivement, moi je partage totalement les messages qui viennent d'être donnés par mon voisin de droite. Si vous voulez augmenter votre nombre de cotisants à votre association ou de gens qui vous aident à la fondation, il ne faut pas leur parler de l'association et de la fondation, il faut leur parler de l'école. La chose qui nous réunit, c'est notre école. Et je me souviens, la première fois, on a voulu lancer une campagne de mécénat, on avait pris conseil d'une boîte qui doit exister toujours, qui s'appelait Brackley, je ne sais pas s'il existe encore. Et le gars que j'avais vu, il m'avait dit, pour qu'une campagne de mécénat fonctionne, il faut 2 choses. Il faut un projet inspirant et un réseau, et vous n'avez ni l'un ni l'autre. Bon, ça démarrait mal. On en a tiré un peu la conséquence. Et en fait, le réseau existait, mais il n'avait jamais été mobilisé pour l'école. Moi, ma recommandation, c'est que le deuxième permet de faire le premier. Si l'école a un projet affirmé, des projets qui tranchent, manifestent une fierté, on va pouvoir reconquérir des alumni. Et la méthode, c'est des méthodes réseau du réseau. Il faut partir d'un groupe de fidèles qui lui-même a un réseau, identifier des leaders. Et la conséquence mécanique, chers collègues directeurs d'école, c'est que ça va vous prendre beaucoup de temps. Si vous voulez que ça marche, il faut y consacrer du temps, parce que l'alumni de base, il a 2 problèmes. Premièrement, il est convaincu que l'école est exactement dans l'état où il l'a quitté le jour où il a été diplômé. Il faut lui prouver le contraire. Et deuxièmement, il veut voir le directeur. Ça, c'est comme ça, il veut le voir, au moins une fois. Donc, il faut y passer du temps. Voilà. Merci. Laurent Piochot, les CNAMiennes et les CNAMiens, alors dans toute la France en plus. Toute la République, ce qui est bien plus grand que la France en termes de territoire. Vous avez vu dans mon titre, je suis coordinateur et auprès de l'administrateur général qui a lancé une mission il y a 4 ans maintenant pour que la foultitude d'associations existantes, il y a environ 35 associations répertoriées, parce que la vastitude de l'offre de formation fait que dans chacune des grandes thématiques, on va dire comme ça, se crée un mouvement corporatiste, ce n'est pas péjoratif, de défense des intérêts des élèves en place, des auditeurs, et puis du titre et du lien avec les secteurs professionnels correspondants. Donc on a cette gamme d'associations très actives, et puis on a 2 associations historiques, l'association des élèves et anciens élèves qui a été créée en 1908, on va fêter ses 110 ans cette année, qui est là pour, titiller un peu l'institution sur la façon dont évolue son offre de services, et puis avoir un rôle d'association de convivialité, d'aide, de service aux auditeurs. Et puis l'association des ingénieurs, l'UNICNAM, qui elle a été créée en 1930, 10 ans après le premier diplôme d'ingénieur, qui elle a très clairement une association d'ingénieurs et d'anciens ingénieurs comme chez vous. Mais la difficulté, c'est qu'on a le territoire que vous venez d'évoquer. Et donc cette kyrielle d'associations se redispatche dans les territoires. Donc, on a des activités connues ou moins connues qui se font au nom du CNAM. Et puis, on a 2 types de formations. On a les formations comme les écoles, à cursus bloqué, à promo, qui débouchent sur un diplôme. Ça représente à peine 20% des effectifs aujourd'hui.
Et puis les 80% autres qui sont des actifs occupés pour les 3/4 d'entre eux, qui viennent sur les bancs de cet amphi ou d'autres amphis, et pour lesquels le conservatoire n'est pas un établissement de formation, c'est un outil pour évoluer et conforter leur expérience professionnelle. Alors s'ils demandent un diplôme, parce qu'on n'obtient pas un diplôme du CNAM de manière traditionnelle, on le demande, on va les repérer. S'ils ne demandent pas le diplôme, on ne les voit pas. Et donc, on sait par les enquêtes que nous avons conduites que ces gens-là sont très fiers de leur parcours. Et je remercie Monsieur Dutil de nous avoir fait découvrir que sa multi-activité de formation l'avait conduit dans cet établissement. Nous allons vous recontacter. La fierté que ces individus ont, comment peut-on la transformer en fierté collective? Et comment, alors que chacun porte le CNAM dans son cœur, quand on est dans une manifestation, on découvre tout le temps 1, 2 ou 3 personnes qui disent « Ah, vous êtes du CNAM, moi j'ai fait le CNAM ». Il y en a eu un sur la scène tout à l'heure, et si on faisait le sondage, il y en aurait d'autres. Comment ces individualités fières de leur parcours font du collectif et donnent du sens? Je parle moins des cursus corpaux parce que des bureaux d'élèves se créent avec toutes les dynamiques qui sont celles des écoles. Et tout l'enjeu, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce sont les associations elles-mêmes qui se sont organisées pour sortir de la difficulté d'être très, très multiple. Et donc, en 1998, a été créée une fédération des associations qui est devenue, par la volonté de l'administrateur général, le seul interlocuteur de l'établissement. Et c'est à partir de cette fédération des associations, au sein d'une fondation qui n'est pas très vieille non plus, puisqu'elle a 3 ans, dont le délégué général est ici, qu'aujourd'hui, le lien entre l'institution CNAM nationale, les centres en région, qui sont des structures gérées par des associations et qui donc sont dans des modes de gestion différents de l'établissement public, c'est à travers la fondation, la fédération et cette mission de coordination qu'on essaye aujourd'hui, que nous tentons aujourd'hui de donner un sens commun aux actions qui peuvent être conduites, avec un enjeu principal qui est la réalisation, d'un annuaire, parce qu'on pense que c'est très important, mais pas un annuaire. J'étais très content de ce qu'on entendait tout à l'heure. Ce serait plutôt l'histoire des parcours extraordinaires de tous les gens ordinaires qui ont traversé ces murs. Merci. 2 questions très, très pratiques peut-être. La première, est-ce que vous travaillez à sensibiliser les étudiants entrants à la vie et à l'adhésion au réseau, et comment vous vous y prenez? Et puis comment vous communiquez, puisque vous avez dit, vous avez souligné le fait que c'est le projet de l'école qui tirait le réseau, d'ailleurs que du même coup c'est aussi la direction de l'école qui tire le réseau, si j'ose dire. Mais alors, comment est-ce que la famille, l'établissement, la fondation, l'association communique? C'est chacun dans son coin, mais en parallèle pour dire la même chose? C'est ensemble sur les mêmes supports? Comment ça se passe? Dominique? Enfin, ceux qui veulent. Nous n'avons pas particulièrement d'approche avec les étudiants entrants. En fait, ça va se mettre en place à partir du moment où, en second cycle, à partir de la 4e année, ils choisissent une spécialité. Et là, on est sur une approche plus métier. Alors, le premier cycle, c'est un ensemble d'enseignements assez généralistes. Et donc, les étudiants perçoivent peu. Par contre, on travaille l'esprit de l'école. On travaille beaucoup sur cette appartenance à l'école. Et le réseau viendra plus tard, en 4e année. Christian, donc président de la Fondation ESCP Europe. Je corrige. Oui, 2 commentaires sur la connexion avec les étudiants actuels. Pour moi, c'est le nerf de la guerre du futur. Mon observation, c'est que dans beaucoup de cas, et ça a été le cas à ESCP Europe, mais je sais que c'est le cas ailleurs, c'est qu'il y a une déconnexion en fait des alumni parce qu'on n'a pas travaillé cet élément-là. Un des éléments sur lesquels je travaille, mais je sais que je ne travaille pas pour moi en tant que président de la Fondation, mais pour les présidents successeurs de la Fondation, c'est de commencer dès maintenant à expliquer à ces étudiants à quoi sert la Fondation, quelle est notre utilité, et de commencer à les intégrer en fait à ces idées et qu'ils comprennent que c'est un élément de l'écosystème de l'école.
Moi-même, je suis assez connecté avec un certain nombre d'étudiants qui sont deuxième ou qui vont être gradués là parce qu'ils sont venus me voir sur un certain nombre de choses. Et je prends du temps, justement, pour être un exemple et qu'eux-mêmes soient force d'entraînement pour moi, pour les autres, etc. Donc ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre du futur. Sur la communication, alors là aussi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut avoir une communication unifiée. Avoir une communication des alumni, de la fondation et de l'école. Excusez-moi, on fait des mails de tout le monde. Ils savent, d'abord, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la fondation versus l'association. Ce qui les intéresse, c'est l'école. Moi, ce sur quoi je pousse, c'est une communication institutionnelle de l'école, via le DIN, où la fondation a un rôle à dire des choses, mais tout ça, ça doit s'intégrer dans un ensemble cohérent. Si ce n'est pas cohérent, ça crée de l'incohérence et ça perd les gens dans qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos projets. Hervé. Alors, sur ce qui est d'aborder la question avec les élèves, enfin, nous on le fait dès l'entrée. Et on va le faire sur deux registres. Un premier registre qu'ils ont d'ailleurs parfois du mal à comprendre, c'est de dire, mais vos camarades de promotion, ça va être votre tête de réseau. Vous ne le savez pas, mais nous on le sait, vous les rencontrerez toute votre vie. Vous ne le savez pas, mais le monde est un grand village et vous n'arrêterez pas de rencontrer des gens que vous avez vus dans vos premiers emplois et dans votre passage à l'école. Donc les générations qu'on a maintenant sont plus sensibles à cet argument, mais au fond c'est aussi un investissement dans ce qui sera une part importante de votre réseau. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est moi j'hésite pas à expliquer l'équation financière de l'école. Je n'hésite pas. Je crois que c'est très important. Et c'est très important, je vous dis comment je le fais en 2 minutes, je vous dis pourquoi c'est important à 2 égards. Je leur dis, voilà, le cursus que vous allez suivre, en gros, en valeur complète, il coûte 25 000 €. Il y a un petit problème, c'est que l'État ne nous en donne que 10 000. Alors vous avez l'impression que c'est cher, vous payez 3 000 € de frais de scolarité. Mais on fait un quiz, d'où viennent les 12 000 € manquants? D'où viennent les 12 000 € manquants? Et ça, ils comprennent bien quand même, qu'il y a 900 personnes qui sont les salariés de Centrale Supélec qui se lèvent tous les matins pour trouver les 12 000 € qui manquent. Et puis parmi ceux qui cherchent ces sous, il y a les anciens élèves et il y a les entreprises. Et de comprendre que le cursus qu'on leur propose n'est que la somme, d'une part, d'une partie de l'État, de leur contribution, mais relisez l'extraordinaire étude de Talleyrand devant la Convention en 1793, relisez ça, c'est merveilleux. Il faut le lire tout le temps, c'est formidable, qui explique bien que tout le monde tire avantage de ça, donc il est normal que les études soient un peu payantes. Et puis de toutes ces communautés, de toutes ces entreprises qui payent. Et puis sur la part de l'État, ça permet... Alors donc, clairement, votre école aura besoin de vous. Votre école aura besoin de vous, voilà. Selon le principe qui a été très bien posé tout à l'heure, que moi j'exprime toujours, il a été dit et posé en disant, il y a pas... la valeur d'une école, c'est la valeur de ses diplômés. Moi, je l'exprime en disant qu'il n'y a pas de différence entre la réussite de l'école et la réussite de ses diplômés. Donc voilà, vous allez probablement avoir une carrière intéressante et vous avez un devoir de reconnaissance. Et ça pose une deuxième chose, c'est que les 10 000 que donne l'État, ce sont les impôts de la collectivité, c'est nos impôts qu'ils font. Donc ils ont aussi un devoir de reconnaissance en tant qu'établissement public vis-à-vis de l'État et de la collectivité. En clair, ils ne sont pas des clients. Ils ont été identifiés à l'occasion d'études quasiment gratuites comme de brillants éléments, et la société est mise sur eux pour qu'ils soient à la fois de bons citoyens et des acteurs responsables de la société. Donc ils ont ce double devoir, d'une part de remplir ce que la société attend d'eux, mais d'autre part d'avoir un devoir de reconnaissance pour l'école et les partenaires de l'école qui vont lui permettre de le faire. Je pense que c'est essentiel, c'est probablement différent dans les écoles privées, mais pour les écoles publiques, c'est un double message qui me paraît indispensable. On va reparler à argent, Hervé. Quel est le pourcentage de ressources propres dans le budget de Centrale Supélec ? Actuellement, si tu prends le budget consolidé avec la filiale, c'est 105 millions. La subvention pour charge de service public, c'est 48. Donc c'est à peu près 42-43%. Donc nous, on trouve 56 à 57% de ressources propres. Voilà. Merci. Alors le CNAM, avec sa diversité géographique, de formation, c'est compliqué de faire parler tout le monde en même temps, dans le même sens, j'imagine. Tout le monde parle, c'est déjà ça. Ah bah l'ensemble des associations sont toujours présentes au début des formations pour inciter à informer, proposer. Ça, c'est partout le cas.
Et puis, des expériences intéressantes, puisque bon, le CNAM est un des outils de la promotion sociale et se revendique comme tel, avec un grand historique sur lequel je ne reviendrai pas tout de suite, sinon ça nous prendrait la nuit, mais bon. Par exemple, en Bretagne aujourd'hui, la dimension, le CNAM sollicite l'ensemble de ses auditeurs, de ses élèves, à devenir des militants du CNAM. Et c'est une démarche construite, c'est-à-dire que Alumni, ça s'appelle CNAM militant, avec une volonté que chacune et chacun qui s'engage dans une formation du CNAM, derrière, accepte d'accompagner les futurs CNAMiens dans la recherche d'un stage, dans de la relation de proximité. Et bon, c'est une opération qui a démarré il y a 2 ans. Aujourd'hui, on voit des résultats extraordinaires sur, 1, la fidélisation des publics, et 2, surtout l'arrivée de nouveaux publics, en particulier des publics jeunes, qui se trouvent, entre guillemets, mentorés par ces personnes qui sont aujourd'hui en formation au CNAM de Bretagne. Et je trouve que ça, c'est une expérience qu'on va essayer de diffuser largement, parce que, comme chez vous, on fabrique de l'élite, chez nous, on ne fabrique pas de l'élite, on fabrique du travailleur. Et du travailleur de base, du cadre moyen, du contremaître et des ingénieurs, qui après deviennent de l'élite, bien sûr. Mais du coup, cette dimension d'accompagnement social et de proximité en connaissance de voisinage est très très importante. Mais bon, on est présent dans 150 villes dans la métropole, donc ça nous facilite la relation. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué avec Nouméa. Quoique, aujourd'hui, les réseaux sociaux le permettent. On a quand même 105 000 personnes qui suivent les informations du CNAM sur LinkedIn. C'est une page qui est gérée par la DIRCOM. On en a plus de 10 000 sur Twitter qui ont eu toutes les informations de la journée aujourd'hui. Le DIRCOM était là tout à l'heure en train de pianoter comme un fou. Et puis, bon, Facebook, comme tout le monde. Ça, c'est ceux de l'établissement national, parce qu'après, chacune des structures a son propre petit réseau appuyé sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que la communication circule. La question après, c'est comment, de tout cet ensemble disparate, on arrive à avoir une parole un peu unifiée, telle que la souhaite le chef d'établissement. Bien, alors parlons argent, puisqu'on a quand même un peu de temps pour le faire et que Hervé a amorcé le sujet, et pour peut-être inciter notre table à se lancer, je vais moi-même vous en dire un mot si vous voulez. Comme ça, j'aurais donné des chiffres. Bon. On a une fondation qui est une fondation à Paris-Dauphine partenariale, donc le dispositif de la loi de 2007, donc un peu sur le modèle des fondations d'entreprise pour aller très vite, qu'on a lancé fin 2008. Bon. Donc je vais vous donner des chiffres. S'il fallait donner une levée moyenne annuelle, on tourne autour de 3,5 millions. S'il fallait donner un total sur 7 ou 8 ans, on n'est pas forcément un multiple exact de 3,5 millions. Disons qu'on a tourné autour de 26-27 millions. Et le bilan aujourd'hui, mais il y a un peu de dette pour acquisition du logement et puis des crédits fléchés, c'est un bilan de 13 millions. Voilà. Et notre prochaine étape financière, et je vous passe la parole, mais c'est une étape à échéance de plusieurs années, c'est de faire en sorte que les ressources propres de la Fondation autofinancent son fonctionnement. Tant qu'on n'aura pas franchi ce seuil, on ne sera jamais sûr que la Fondation pourra traverser toutes les difficultés et les aléas des levées de fonds. Voilà mon témoignage pour inciter les autres à en faire autant. Et puis une petite provocation peut-être pour amorcer la discussion. Est-ce que finalement, tout le monde a des difficultés, c'est jamais simple et on traverse tous des moments compliqués, mais est-ce que finalement, quand les étudiants ont été habitués à payer, c'est le cas de Dauphine aujourd'hui, donc ça me projette un avenir radieux, est-ce que quand ils ont été habitués à payer, ils ne sont pas plus enclins à comprendre que l'équilibre financier repose sur leurs dons et pas plus enclins à donner que lorsqu'ils ont eu des droits d'inscription dérisoires ou gratuits? Je m'adresse évidemment d'abord à Christian. Oui, alors, sur la fondation, puisque vous avez lancé des chiffres, je vais donner les miens, on va les nôtres. Donc la fondation SCP Europe, elle est quand même relativement jeune, en fait. Elle a une dizaine d'années, mais elle est plutôt active depuis 4-5 ans. Elle collecte 4 millions d'euros à l'heure actuelle. Notre objectif est de passer, on a un plan assez agressif d'aller à 10 millions d'euros. Ce qui ne veut pas dire qu'on va redonner tout à l'école. Là, actuellement, on redonne plutôt tout à l'école, parce qu'en fait, on prend beaucoup de bourses
compte tenu effectivement du système de financement de SCP Europe et de l'augmentation des frais de scolarité des tuition fees. Combien en ce moment à l'ESCP, les tuition fees? Ils sont à 17 000 euros par an pour la grande école en moyenne. Okay. Et on a créé le bachelor, qui est donc bac plus 3, qui est à 14 000 euros. Moi, je pense que, compte tenu des équipes financiers, et qu'on n'est pas du tout en réalité dans la sphère publique, tant que ça, les frais de scolarité vont continuer à augmenter, comme ça va être le cas dans toutes les grandes écoles. Donc, en réalité, pour ne pas faire de sélection par l'argent, on est obligé, effectivement, de se donner des moyens significatifs en termes de bourse. Donc, ça veut dire aller faire du fundraising alumni, mais aussi entreprises, sur les bourses, parce que la guerre des talents, c'est quelque chose qui marque les entreprises. On a créé en fait un fonds avec une très très grande banque française sur la base d'endowment des alumni qui permettent de faire des prêts étudiants à des conditions très très intéressantes qui leur permettent de financer leurs frais de scolarité. On absorbera les pertes sur ces crédits, donc l'endowment sert à ça. Mais comme vous l'avez, pour ce qui vous concerne, vous, à la Fondation Paris-Dauphine, c'est qu'effectivement, on veut créer de plus en plus de capital, donc, parce que les rendements, alors malheureusement, on est dans un environnement de taux qui est compliqué, donc pour faire du résultat, ce n'est pas totalement facile, mais tout ne sera pas exactement comme ça dans le futur. Donc c'est pour pouvoir effectivement couvrir nos frais de gestion sur la base du rendement des actifs, conserver du capital, pouvoir dans le temps utiliser ce capital qu'on aura placé lorsqu'on aura des périodes de collecte qui ne seront peut-être pas aussi bonnes s'il y a des aléas économiques ou des aléas fiscaux qui font que. Et c'est comme ça qu'on veut assurer une soutenabilité du financement de l'école à long terme. Le dernier point que je dirais, c'est par rapport à ce que vous posiez comme question sur les jeunes. Oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez raison. Oui. On pourrait dire que parce qu'ils payent, ils comprennent que les dons peuvent permettre de baisser le prix de scolarité. Donc, une fois qu'ils sont sortis de l'auberge, ils font donner. Ben non, ils font souvent le raisonnement inverse. Consiste à dire, ben oui, c'était cher, donc je ne peux pas. Le dernier commentaire que je ferai, c'est que ce que je trouve très difficile, moi qui fais du fundraising en France et à l'international, puisqu'on a énormément à la fois d'alumni qui sont étrangers compte tenu de la spécificité de SCP Europe, mais on a énormément d'alumni qui sont basés à New York, à Londres, etc. Et c'est pour ça que je fais aussi du fundraising là, c'est qu'en dépit d'un système fiscal français qui est extrêmement intéressant, la culture du don en France est extrêmement faible. Merci. Hervé, et puis on passe la parole à la salle. J'ai oublié de te répondre sur la communication. Bon, même réponse, il faut qu'évidemment la communication entre les trois instances soit très très coordonnée. Bon, ça c'est évident. Sur la fondation, donc nous c'est une histoire compliquée puisque ce qui est devenu la fondation de l'école centrale a été créé en 1905. Ça s'appelait la Société des Amis de l'école centrale. Et donc c'est une vieille institution. Et il y avait la caisse de secours des élèves. Alors donc voilà, ça c'est très ancien. Et qui est un petit peu le don de promo. Enfin voilà, bon, il y avait de la solidarité entre les promos. Du côté de Supélec, c'était une fondation de recherche qui a été fondée dans les années 1990. Alors, bon, ça c'est le point de départ. Elles ont fusionné. Donc on se trouve qu'on a réussi à fusionner une fondation Supélec qui était une fondation à capital, objectif étroit, la recherche, avec ce qui était devenu la fondation de l'école centrale, qui était une fondation de flux, avec un objet large, puisqu'à peu près toutes les activités de l'école pouvaient être soutenues par la fondation. Et donc on a une fondation mixte, ce qui fait qu'elle a à la fois un capital qui est de l'ordre d'une vingtaine de millions, ce qui est plutôt pas mal, et puis elle a un flux de dons annuels au-delà de ce qu'elle fait sur l'aide aux élèves, etc., qui est de l'ordre de 3 à 4 millions. Simplement, il y a un fait important, c'est que nous, on a bouclé notre première campagne de mécénat. Et dans la campagne de mécénat, il y avait un lot extrêmement important qui était la contribution des diplômés aux 2 nouveaux bâtiments de Gilles-sur-Yvette. Et on a levé donc 25 millions auprès des alumni. Il y a eu plusieurs dons, plusieurs fois millionnaires, enfin millionnaires ou plusieurs fois millionnaires, auprès de nos anciens élèves. Alors, évidemment, 25 millions, par rapport au chèque de Bob Knight, qui a fait un chèque récemment de 400 millions de dollars à Stanford,
entre parenthèses, en ajoutant qu'il demandait à Stanford. Le don n'était valable que si Stanford trouvait les 350 millions manquants pour faire 750. Bon, voilà, notre univers. Ou John Paulsen, qui il y a 2 ans a fait un don, je crois, de 400 millions de dollars à Harvard. On est très loin. Mais je crois que c'est ce qu'a dit tout à l'heure Peter Todd. Au fond, on démarre. En France, on démarre avec une culture qui n'est pas exactement la même. Notre seul handicap, c'est les États-Unis, c'est en gros 5 fois la France, 300 millions d'habitants, nous 60. Malheureusement, aux États-Unis, il y a beaucoup plus que 5 fois plus de millionnaires qu'en France. Donc, leur terrain de chasse est beaucoup plus grand que le nôtre. Néanmoins, je pense on est vraiment au début et je pense que ça va se multiplier. Toutes les institutions vont avoir des fondations, vont faire ce genre de stratégie, et notamment parce qu'en termes d'investissement et de management de projet, objectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Merci. Je crois que Dominique voulait intervenir, puis on vous passe la parole pour des questions. Non, très vite, je voulais signaler aussi, moi je suis alumni de McGill University à Montréal et d'HEC Montréal, et ils ont des chaires qui sont largement financées par de très grandes entreprises, qui sont aussi des alumni qui, par le biais des chaires, vont financer des bâtiments, des grands programmes, des programmes de recherche et d'enseignement. Donc il y a aussi cette voie. Et puis, au train des choses, pour faire plaisir à Hervé, je pense que les millionnaires américains financeront les écoles françaises avant peu de temps. Tu es d'accord? Bon. Si on se débrouille bien, pourquoi pas? On va rêver. Quelques questions donc, de votre part. On va laisser la salle intervenir. Quelques questions peut-être? Une question, une remarque, un commentaire? Oui, en haut à droite. Et en haut à gauche. On va commencer par vous, monsieur. Rebonjour, donc toujours Antoine Pajot, président d'Universal Alumni. Vous avez parlé à un moment que l'association des alumni, notamment au niveau du CNEM, était là pour titiller l'école. Moi, j'ai plutôt une vision de contre-pouvoir. Est-ce que vous pouvez un peu parler un peu plus de votre vision justement des alumni par rapport à l'école, et peut-être les autres personnes aussi de SCP et de l'IPAC peuvent discuter un petit peu du rôle des alumni, mais vraiment par rapport à l'école et un peu ce rôle de force. Alors, on n'est pas dans le rapport de force. Les représentants des associations sont des élus par les élèves dans les conseils, conseil d'administration, conseil des études, conseil de la recherche, et puis dans les conseils d'administration de gestion des organismes gestionnaires des CNAM en région. Et c'est donc des partenaires. Mais il se trouve que c'est le point de vue de l'usager. Et qu'on a 2 formes d'usagers. On a les étudiants et puis on a les intervenants. On a un réseau de 10 000 intervenants par an qui ne sont pas des intervenants permanents, qui sont aussi dans le réseau des CNAMiens, de mon point de vue. Et toutes ces personnes qui sont des usagers, soit fournisseurs, soit consommateurs du conservatoire, sont là pour mettre le doigt, en tout cas c'est ce qu'ils font, sur ce qui ne convient pas dans la complétion de parcours de formation qui sont quand même, pour des gens en activité, je parle bien de cela, des investissements très forts, des choix de vie très forts. Et donc, ça nécessite des interventions parfois assez fortes pour qu'on puisse suivre très correctement les enseignements auxquels on est inscrit. Il faudrait qu'il y ait ces évolutions, il faudrait qu'il y ait ce mode, le passage en FOD partiel. Enfin bon, ils ont un regard, y compris sur la façon dont la formation se déploie. Et c'est en ça que je dis que ça titille l'institution, parce que le petit corps d'enseignants permanents du supérieur, comme tout enseignant du supérieur, sait ce qu'il a à faire et il n'a pas besoin qu'on lui dise. C'est parfois intéressant quand même d'avoir le retour. Incitation plutôt que contre-poids. Oui, non, je trouve que la question est intéressante, mais elle me semble en fait une attitude du passé, c'est-à-dire que c'est plus du tout adapté aux enjeux des grands établissements d'enseignement supérieur. Si je prends l'exemple de SCP Europe, les alumni, ils ne sont pas là que pour titiller le management, parce que si on se met dans une attitude de titiller, par définition, on va toujours trouver la petite bête et on ne va pas valoriser le management là où il devrait être. Non, ce qu'il faut organiser, et nous, maintenant, on a un outil, puisque
On a une autonomisation donc, qui fait que l'école est maintenant une société en fait, de droit privé avec un conseil d'administration et des organismes de gouvernance. C'est une gouvernance, mais comme on trouve dans les grandes entreprises, qui permettent effectivement d'assurer l'équilibre et que les décisions qui sont prises sont les meilleures. Et donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des alumni à la gouvernance de l'école. Même sur ESCP Europe, ils ont donné la présidence du comité. Il y a 3 comités. Les alumni sont dans les 3 comités. Et la présidence du comité stratégique a été donnée à un alumni. Je trouve qu'en l'occurrence, c'est moi en tant que président de la fondation, mais ça montre bien qu'on recherche cet équilibre, pas pour faire de la bataille de tranchées, mais au contraire pour assurer que les décisions qui sont prises sont les plus pertinentes et vont assurer la pérennité de l'école. Hervé. Oui, même commentaire. Je crois que si on rentre dans des logiques de pouvoir entre une école et ses anciens élèves, on est juste dans la catastrophe. Hein, on n'est pas dans son rôle. Nos écoles, elles ont 3 clients, enfin 2 si elles sont pas dans le service public d'enseignement, et 3 si elles sont dans le service public d'enseignement. Alors, je mets tout un tas de guillemets, puisque je viens de vous expliquer que je considère que les élèves de l'école ne sont pas de ses clients. Donc, mais en gros, elles travaillent pour ses élèves, elles travaillent pour les entreprises, elles travaillent pour la nation, si on est une institution publique représentée par l'État. Et donc, par conséquent, on voit bien que les anciens élèves ne sont pas un des clients de l'école. Ils sont un partenaire, ils ne sont pas un client. Et leur rôle, c'est effectivement de soutenir l'école, on l'a dit, c'est défendre la marque, c'est le faire rayonner, c'est conseiller l'école, c'est la challenger, mais c'est surtout pas de se substituer à la gouvernance de l'école. La gouvernance de l'école, et là, ils doivent porter les valeurs, ils doivent effectivement garantir que ces valeurs sont respectées, ils doivent avoir une attitude vis-à-vis de l'école, la même que celle qu'ils ont dans leur boulot. C'est-à-dire, est-ce que l'école, par rapport à des objectifs de réussite qui sont finalement assez évidents, est-ce que l'école fait ce qu'il faut vu du côté du monde de l'entreprise en particulier, et en nous laissant responsables de ce que nous faisons, vu du côté du système d'éducation. Et là, on est dans un rapport positif. Moi, j'ai un advisory board avec plein d'anciens élèves. J'adore ces soirées dans lesquelles on se fait challenger, vu du côté des employeurs et des entreprises. Mais maintenant, si on commence à me dire, voilà comment doit être le cursus, désolé, c'est pas le sujet du débat. Ça, c'est ma responsabilité pour que les élèves réussissent, pour que les entreprises nous soutiennent, etc., etc. On a une question à ma gauche, en haut. Oui, Francis Nordman, alumnus de l'école de chimie de Mulhouse. Alors, un commentaire, on a beaucoup parlé de levée de fonds et de la différence, on a pris modèle sur les États-Unis. Je pense qu'il y a une différence importante entre l'esprit de l'individu américain et du français, c'est qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup moins de prélèvements obligatoires. Donc, c'est plutôt eux qui décident où ils donnent leurs dons et leurs excédents, alors qu'en France, on a des prélèvements obligatoires importants, donc s'ils incitent moins les gens à donner volontairement à leur endroit de leur choix. Ça, c'était un commentaire. J'ai une question également. Donc, je comprends qu'on prenne modèle sur les États-Unis, sur un certain nombre de choses, mais en termes linguistiques. Alumnus, c'est un mot latin, au masculin, au féminin, alumna, au neutre, alumnum, et au pluriel, alumnae ou alumni. Pourquoi, en France, un mot latin doit-on prononcer à l'américaine alumni ou je ne sais trop quoi, ce qui n'a aucun sens? Je donne un élément de réponse à ça. Je crois qu'il a été suffisamment dit que nos anciens élèves qui ont étudié dans le monde anglo-saxon sont clairement les plus à l'aise pour nous soutenir. Alors eux, ils disent alumni, ils ont probablement tort, mais voilà. Tant qu'on ne les appelle pas nos diplomailles. Voilà, on ne les appelle pas nos diplomailles, exactement. Il y a une question au milieu. Cela dit... Bernard... Ah, pardon. Oui, allez-y. Bon, Bernard Laurent, je suis donc alumni INSA Lyon. Je voulais revenir un petit peu sur les fondations. Donc, à Lyon, INSA Lyon, nous avons créé une fondation il y a quelques années. Et en fait, nous avons 2 objectifs. Un objectif qui est effectivement les bourses, comme vous l'avez signalé pas mal. Mais aussi, on a un objectif, on a créé un certain nombre de chaires. Or, je n'ai pas beaucoup entendu parler de chaires créées de votre côté. Donc, je voulais revenir ça sur la question. Je peux peut-être illustrer ce point-là sur SCPE. Peut-être juste un point quand même sur ce qui a été dit sur la fiscalité. Moi, je crois qu'il y a une différence culturelle très forte en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture du don comme aux États-Unis, et parce qu'on a été éduqué à la dépense publique et on croit que l'État doit tout faire.
Dans les fondations, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'argent public qui est rerouté, compte tenu du système fiscal français, qui est encore très intéressant. Donc, en fait, c'est du prélèvement qui est fléché quelque part. Alors maintenant, sur la question, quand je prends la fondation SCP Europe, en fait, on a de nombreuses activités. La première, enfin pas la première d'ailleurs en l'occurrence, mais il y a les bourses dont j'en ai parlé. Il y a les chaires et professorship. Et on a en gros entre 15 et 17 chaires avec des très très grandes entreprises françaises qui sont en fait des programmes de recherche appliqués sur un certain nombre de thèmes. On en a avec Renault-Nissan sur le management multiculturel. On en a avec BNP Paribas sur un certain nombre de sujets. On en a sur Internet of Things. On en a sur le dialogue social. Donc on a, c'est un élément extrêmement important. Pour deux raisons, parce que ça maintient en fait le lien avec les entreprises. Les entreprises ont besoin de cela parce qu'elles ont besoin de la connexion avec l'école et avec le monde étudiant dans un environnement où elles recherchent en fait les étudiants. Et c'est aussi un des moyens pour elles de travailler sur des sujets avec le monde académique qu'elles ne seraient pas forcément capables de faire par elles-mêmes. Donc c'est une activité qui est très importante. On a d'autres activités, j'en ai pas parlé, mais on fait du fundraising pour le financement immobilier et les besoins de logistique immobilière que l'on a pour la croissance de l'école. Oui, alors le hasard pour nous fait qu'on a également 17 chaires actuellement, une partie selon le montage que souhaite le partenaire, elle passe par la fondation, elle passe par l'école, elles peuvent passer aussi par la filiale, mais bon, effectivement, les chaires font partie maintenant, je crois, du panorama normal. Bon, elles ont un autre avantage aussi, c'est quand on est dans le secteur public, c'est de pouvoir proposer un environnement à des chercheurs internationaux qu'ils ne trouveraient pas sur les postes de la fonction publique. Enfin, on le sait, Laurent s'est suffisamment battu contre ça pour dire, voilà, on en a absolument besoin et les fondations servent à ça. Moi, je voulais juste rajouter un commentaire qu'on n'a pas fait. Vous avez dit, monsieur, qu'on avait beaucoup parlé d'argent. Mais évidemment, les fondations et les réseaux d'anciens nous apportent aussi du temps de personnes et de l'information. Ça, c'est évident. Les think tanks, tout ce qu'on fait en termes de think tanks, de réseaux, de réunions annuelles, qui ne sont pas uniquement d'ailleurs pour faire du mécénat, mais aussi pour comprendre ce que font les secteurs, ce que font les métiers, ce que font les pays, les comités de parrainage de nos cursus, etc. Tout ça, c'est d'une richesse incroyable. Et je pense que là-dessus, la France n'a alors là, par contre, pas à démériter. La façon dont on travaille avec nos anciens élèves sur l'enrichissement des cursus, sur la compréhension des phénomènes sociaux, etc., à mon avis, là-dessus, je crois qu'on fait pas mal. Pour conclure, chacun une minute. Vous en avez dit déjà beaucoup. Une réalisation notable, remarquable, visible, très jolie, que vous n'auriez pas pu faire sans vos alumni ou le soutien de la Fondation. En plus de tout ce que vous avez dit, les chaires, la réflexion sur les parcours, l'employabilité, etc. Dominique. Bon, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas une grande réalisation, il y a plusieurs choses. Donc, il n'y a qu'une minute. Voilà, alors, d'accord, alors c'est trop tard. Donc, moi, je dirais, alors l'école ne dépend que des frais de scolarité. Donc on a à peu près 2500 étudiants français dans le PGE, mais aussi des Chinois, des Indiens qui viennent sur des parcours différents. Et on a la taxe d'apprentissage. Donc il y a un gros travail qui est fait justement pour maintenir ce lien, et tout le monde en est bien conscient. Et d'ailleurs, dès la première année, on demande aux jeunes qui arrivent de demander aux parents, etc. Et on essaie de repérer parmi les parents des jeunes étudiants, et d'ailleurs toutes les années, cette capacité de contribuer par la taxe. Donc je dirais que, puis après il y a quelques beaux événements qui sont faits, comme les remises de diplômes, il y a des chaires aussi qui sont en construction avec les anciens. La survie financière, c'est la base. Voilà. Merci. Christian, en plus de tout le reste. Je ne sais pas si c'est la plus belle chose, mais il y a des promotions qui se sont mobilisées de manière tout à fait admirable, d'alumni qui ont levé de l'argent de manière assez significative, de l'ordre de 4 à 500 000 euros, et qui ont fait des rénovations lourdes d'amphithéâtres et de salles à ESCP Europe. Et je trouve que c'est tout à fait remarquable parce que ça a amélioré considérablement le confort de nos étudiants. Merci. Moi, j'ai cité quelque chose qui n'a pas de contrepartie financière.
Actuellement, Centrale Supélec délivre encore 2 diplômes d'ingénieur, le diplôme d'ingénieur centralien et le diplôme d'ingénieur Supélec. Et ça s'arrête à partir de septembre, parce que la première fois, dans le concours actuel, on va recruter sur un cursus unique qu'on a mis 3 ans à mettre au point et qu'on va déployer de maintenant à 2020. Alors, dans ce cursus unique, il y a une étape où on a fait appel à la communauté des anciens de Centrale et de Supélec. Il y a eu plus de 1000 réponses. Et sur l'analyse, quels étaient les secteurs porteurs, quels étaient les métiers porteurs, quels étaient les domaines porteurs. On a fait une analyse extrêmement complète. Et en gros, des secteurs très porteurs de demain, on n'était pas assez présents. Des secteurs très porteurs de demain, on était bien présents. Et des secteurs de demain, des secteurs où on était très présents et qui n'étaient pas trop des secteurs de demain. Et ça nous a permis de recomposer complètement le cursus en mettant l'accent sur où l'avenir se construit demain. Et ça, on le doit à nos anciens élèves, et je pense que sans eux, on n'y serait jamais arrivé de façon aussi fine. Laurent, un mot de conclusion. Pour moi, le plus beau succès aujourd'hui des associations, il est parti de l'association de l'Institut international du management, qui a créé des soirées pitch, Club des entrepreneurs, et de là est née une coopération entre différentes structures, et aujourd'hui, dans plusieurs endroits de France et tout au long de l'année, entre les ingénieurs, entre les managers, entre d'autres types de formations. On a des séries de présentations de projets qui permettent, avec des experts, avec des business angels, enfin bon, un club des entrepreneurs. Et je pense que c'est une des belles réalisations sur lesquelles aujourd'hui le CNAM pourrait déployer d'autres approches en direction de ses auditeurs. Le financement, la porosité avec la société, les métiers, ça a l'air d'être vraiment les deux grands sujets. Merci en tout cas à tous pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci Laurent Batch. Merci.